Super, excellent. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous et je regrette de ne pas pouvoir être là en personne, mais je me réjouis de participer à ces entretiens Jacques Cartier. Premièrement, merci à tout le comité organisateur de l'Université Jean Moulin Lyon 3 et notamment merci Justine pour les nombreux échanges et la coordination du tout. Je suis la professeure Megan Cottenham-Capel, prof de la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Et merci, Justine. J'ai pensé peut-être commencer brièvement me présentant et présenter un peu mon parcours. Donc, je suis une franco-ontarienne, donc issue du contexte minoritaire dont mes collègues viennent de présenter dans leur excellente session qui croisait patrimoine et religion. Et je voulais juste expliquer un peu mon champ de recherche. Donc, j'ai réalisé un doctorat en co-tutelle entre les universités d'Ottawa et l'Université de Corse. Donc, j'ai passé 2 ans en Corse et j'ai fait du terrain dans une école bilingue dans ce contexte-là pour mieux comprendre les expériences des jeunes dans ce contexte linguistique minoritaire. Et j'ai aussi fait une collecte en Ontario et j'ai comparé un peu les expériences des jeunes. Donc, je m'intéresse énormément à l'éducation en contexte linguistique minoritaire. Et par la suite, j'ai poursuivi un stage postdoctoral à Harvard University où je voulais pousser plus loin mes ancrages et mes approches méthodologiques qui travaillent sur la question de voix des jeunes. Et j'ai eu la chance de travailler sur un projet sur la voix des jeunes sur les réseaux sociaux, notamment sur la citoyenneté numérique. Et depuis 9 ans maintenant, je suis prof de retour à mon alma mater à l'Université d'Ottawa et j'essaie de combiner vraiment ces questions linguistiques, identitaires, éducatives propres à la francophonie minoritaire et toutes ces questions d'enjeux par rapport au numérique et les jeunes. Et depuis une année maintenant, je suis collègue avec Jonathan et Martin dans le collège des chaires de recherche sur le monde francophone. J'ai une nouvelle chaire de recherche qui touche la question de l'épanouissement numérique de ces communautés minoritaires. Donc, je m'intéresse à la fois à soutenir avec mes projets de recherche les voix francophones minoritaires et leur épanouissement à la fois individuel et collectif. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une étude pan-canadienne intitulé Vivre, réfléchir et agir en ligne, qui, à mon avis, va nous permettre vraiment d'aller encore plus en profondeur dans la thématique de la journée qui touche justement la voix des jeunes. C'est une étude qui est financée par le gouvernement du Canada dans le cadre de notre programme du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et vous allez voir, pardon, touche les voix et le pouvoir d'agir des jeunes. J'aimerais commencer en remerciant ma formidable équipe. Donc, Nicolas Gourde et Eliane Dalla sont 2 doctorants qui travaillent de près avec moi et ont travaillé à la fois sur la collecte et continuent à travailler avec moi sur l'analyse de données. Et aussi souligner de la contribution de ma collègue Martine Pellerin, qui est professeure à l'Université de l'Alberta, qui ont un campus francophone, le campus Saint-Jean. Elle mène la collecte de données dans son contexte albertain. Et moi, de mon côté, je dirige le volet ontarien. Donc, aujourd'hui, je vous présente les données ici de l'Ontario, mais je voulais quand même souligner et remercier cette belle équipe. Donc, commençons avec un peu de contexte. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, constituent des espaces ambivalents par rapport aux jeunes. Ils sont à la fois des lieux d'expression, de création, d'appartenance. Nous pouvons citer ici des recherches fort intéressantes où les jeunes développent leur identité, leur engagement, des relations sociales sur ces réseaux sociaux. Mais ils sont aussi des environnements traversés par des discours haineux, sexistes, racistes et discriminatoires. Et je cite une récente étude dans le contexte canadien de Statistique Canada qui indique que 91% des jeunes ont utilisé les sites de réseautage social. 71% ont déclaré avoir été exposés à du contenu haineux en ligne. Et parmi ces jeunes, 1 sur 8 affirme voir quotidiennement du contenu qui peut inciter à la haine ou à la violence. Donc, dans ce contexte,
la question d'une éducation à la citoyenneté éthique sur les réseaux sociaux, à notre avis, devient urgente, mais nous voulons pas forcément imposer nos définitions de cette éducation, mais on aimerait voir avec les jeunes quels sont les outils dont ils ont besoin pour pouvoir comprendre, questionner et possiblement transformer ces environnements numériques dans lesquels elles et ils évoluent. Pour continuer avec le contexte, dans l'étude, deux termes clés que je voulais citer en début de présentation. Donc, lorsque nous utilisons le terme éthique, nous ne faisons pas nécessairement référence à une morale prescriptive ou à une série de comportements attendus. Dans cette étude, l'éthique renvoie à un savoir-agir qui se développe continuellement chez le jeune. C'est une posture qui est fondée sur la réflexivité, sur la prise en compte de différents rapports sociaux, technologiques, culturels et bien sûr d'une attention à autrui. L'expression à l'ère du numérique, ça serait plus court de simplement dire la citoyenneté numérique, c'est sûr, mais nous privilégions cette expression parce que nous voulons rappeler que cette citoyenneté ne se réduit pas seulement à l'espace virtuel. Opposer le en ligne et le hors ligne, c'est une distinction qui ne correspond plus aux expériences des jeunes aujourd'hui. Nous avons plusieurs recherches qui nous le confirment. Les jeunes vivent dans des espaces hybrides, croisent le numérique, le social quotidiennement, multiples fois dans leur journée. Donc, nous voulons rappeler que cette citoyenneté, elle est à l'ère du numérique, mais touche tous les aspects de leur vie. Et finalement, un dernier élément de contexte, les tensions par rapport au domaine. Donc, le domaine d'éducation à la citoyenneté, on voit énormément de diversité dans les concepts, dans les cadres. Parfois, on va parler traditionnellement de citoyenneté numérique critique, d'éthique numérique, etc. Donc, cette pluralité témoigne d'un champ qui est toujours en évolution. Évidemment, les questions, les enjeux par rapport aux réseaux sociaux peuvent changer très rapidement. On peut voir aussi des réalités dans les écoles qui changent rapidement. On va bannir le téléphone cellulaire, par exemple, dans le contexte ontarien. Et ces différentes définitions sont parfois en tension et ont différentes implications par rapport à ce que signifie être un citoyen dans un monde numérique et bien évidemment ont des répercussions par rapport à l'éducation, à la citoyenneté dans les écoles. Donc, en Ontario, on a la chance, on a un chercheur tout récemment qui a fait une analyse de l'ensemble des politiques scolaires, des programmes cadres dans notre contexte ontarien. Et le chercheur a constaté, Davis, que ces cadres et politiques s'appuient beaucoup plus sur des approches normatives et comportementales de la citoyenneté. Donc, on met l'accent sur la sécurité en ligne, la responsabilité individuelle, la conformité aux règles. Donc, un exemple, en début d'année scolaire, la majorité des élèves dans la province vont signer un contrat d'engagement pour dire je vais suivre les règles par rapport à l'utilisation de mon Chromebook, je ne vais pas faire ci, je vais faire cela pour être un citoyen responsable de mon école. Et parfois, on arrête là. Ou on a peut-être la visite d'un policier qui vient faire un atelier avec eux, mais on n'a pas vu ce que les recherches recommandent, ce qui est une approche plus participative, qui valorise l'engagement, la création, le pouvoir d'agir des jeunes. Donc, c'est dans le cadre de ce contexte-là. Un champ en pleine évolution avec certaines tensions par rapport à l'agentivité, la place du jeune, des programmes cadres peut-être trop comportementaux qui misent peut-être un peu trop sur les règles, que cette étude tente d'aller explorer avec les jeunes les pistes les plus intéressantes, prometteuses, les plus liées aux réalités des jeunes pour une meilleure éducation à la citoyenneté éthique. C'est dans cette perspective que je vous présente 3 questions de recherche qui orientent l'étude. Elles paraissent peut-être simples, mais vous allez voir qu'avec les outils de collecte de données, on peut aller chercher énormément de richesses à partir de ces questions larges. Donc, la première question, quels sont les vécus des jeunes sur les réseaux sociaux?
C'est le premier axe de la collecte aussi, qu'on appelle le vivre. Deuxièmement, quelles sont leurs représentations d'un citoyen éthique en ligne? C'est le réfléchir. Et troisièmement, comment favoriser leur pouvoir d'agir comme citoyens, citoyennes éthiques sur les réseaux sociaux. Ici, c'est l'agir qui est intéressant pour nous. Et je vais vous donner une perspective sur le cadre conceptuel pour mieux comprendre nos définitions de ces termes. Donc, premièrement, l'étude s'appuie sur la notion de développement du pouvoir d'agir, une traduction du terme empowerment, qui renvoie à la capacité pour les individus d'influencer les conditions sociales, culturelles ou institutionnelles qui façonnent leur quotidien, plutôt que d'y demeurer passifs. Donc, les jeunes ont ce pouvoir d'agir. Notre recherche s'intéresse vraiment à mobiliser cette théorie. Nous mobilisons aussi la théorie des capacités aussi, selon laquelle les capacités des individus peuvent être considérées comme des libertés, dont les libertés de bien-être et d'opportunité et les libertés de processus et de réalisation. Donc ici, encore une fois, on s'intéresse non à une compétence à acquérir, mais au pouvoir d'agir comme processus que vivent les jeunes, qui est fondé sur leur liberté d'action et notamment de création. Le deuxième concept, nous nous inspirons des approches socio-critiques du numérique. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'on incite les chercheurs dans le domaine de l'éducation de dépasser les usages scolaires du numérique pour considérer toute l'expérience numérique des jeunes dans leurs espaces extrascolaires, là où la majorité vont construire leurs identités, leurs appartenances, leur communauté de pratique, vont choisir dans quelle langue, par exemple, elles et ils veulent participer sur les réseaux sociaux. Donc, avec cette approche, on essaie de rendre plus visibles les rapports de pouvoir, les inégalités qui traversent les expériences des jeunes à la maison comme à l'école. Notamment, j'ai mené des recherches sur les inégalités numériques, par exemple, et les inégalités numériques linguistiques qui touchent les francophones. Donc, c'est à partir de cette lentille-là que j'aborde cette recherche aussi. Et on s'intéresse évidemment à mener vers une transformation sociale avec cette approche sociocritique. Et finalement, parce que c'est une recherche évidemment ancrée et située dans le contexte des écoles de langue française de l'Ontario, le troisième concept est celui lié à la pédagogie. Mais ici, je m'inspire des travaux sur les pédagogies radicales. Donc, une pédagogie radicale veut changer le statu quo, valorise la voix des jeunes, valorise ce qu'on appelle leur culture de communication, leur voix, comme moteur de changement social. Donc, si on a un changement à porter, si on veut résister à certaines formes d'oppression qui touchent les jeunes, c'est à partir de leur voix qu'on va innover dans nos pratiques pédagogiques dans les salles de classe. Donc, passons à la méthodologie, là où les voix des jeunes prennent vraiment forme dans cette étude. La méthodologie qui est privilégiée est celle de l'étude de cas qualitative, participative et créative. Donc, vous allez voir, je vais donner quand même plusieurs détails sur la méthode aujourd'hui parce que en préparant cette communication par rapport à la question « Quel repère ?» pour les jeunesses francophones, je trouve que les approches comme celles que j'ai développées dans cette recherche sont intéressantes. Cette étude de cas mobilise des méthodes multimodales, donc combine parole, images et création numérique pour explorer en profondeur les expériences, les voix, les opinions des jeunes. Donc, la recherche a été menée en hiver 2025 dans une école de langue française, une école secondaire, auprès de jeunes qui avaient 16, 17 et 18 ans. J'ai eu la chance de rencontrer 45 élèves sur 6 visites, mais ce sont finalement 30 qui ont donné leur consentement afin que je puisse partager l'ensemble de leurs artefacts, les données des questionnaires, etc. Donc, la présentation aujourd'hui fait rayonner 30 voix d'élèves francophones de l'Ontario. Donc, par rapport aux outils de collecte de données, pour documenter les expériences, les représentations des jeunes, nous avons privilégié 3 outils de collecte. La première était la création d'artefacts numériques
à l'aide d'une IA générative, à l'aide du logiciel Canva Magic Studio. Donc, les élèves ont produit des images et la collecte touchait non seulement l'image produite, mais les nombreuses itérations, toutes les images qui venaient avant la sélection de l'image finale, l'ensemble des requêtes ou des prompts que l'élève a utilisés pour créer son image, le titre de l'image et une petite réflexion à la fin, notamment pour comprendre si elle ou ils étaient satisfaits ou non de la production. Donc ça, c'était un outil de collecte pour chaque visite sur le terrain. Deuxièmement, on a aussi privilégié le questionnaire qualitatif pour aller chercher évidemment leur voix, leur définition, des exemples de qualité ou d'action d'un citoyen éthique. Et finalement, aussi, j'ai privilégié l'atelier de co-analyse de données. C'est une pratique que j'ai développée lors de mon doctorat et que j'utilise depuis. Et je vais en parler dans plus de détails, mais c'est vraiment une collecte avec les jeunes, enregistrée, qui ressemble à un groupe de discussion, mais a pour but de les faire entrer dans l'analyse de données, de valider, d'enrichir les interprétations. Donc, j'avais présenté 3 questions de recherche qui touchaient les vécus des jeunes, leur représentation et l'agir. Étant donné que la collecte a été faite à l'hiver, on a commencé les analyses, bien sûr, durant l'été, mais je suis prête à partager les 2 premières phases, disons, de la collecte. Donc, les vécus sur les réseaux sociaux des jeunes et leur représentation d'un citoyen éthique en ligne. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Très rapidement pour l'analyse, je voulais juste expliquer, étant donné que l'utilisation de l'IA est quand même nouvelle pour notre équipe, la primauté était vraiment accordée aux voix des jeunes. Donc, leur requête, leur titre, leur réflexion, avec les images générées avec l'IA comme appui. Donc, on voit la multimodalité ici, mais je voulais souligner que ce sont leurs voix. Évidemment, pour le sondage qualitatif, c'était assez traditionnel. Pour les co-analyses, on a fait la transcription et c'était un codage de ces verbatims-là. Donc, avec l'ensemble des données, le codage ressemblait à multiples cycles ouverts interprétatifs à partir de notre équipe de 3 chercheurs, Élie, Nicolas et moi. Et une fois qu'on a fait multiples rondes de codage dans un logiciel en ligne qui s'appelle Deduce, on a aussi fait une visualisation thématique de nos catégories qui ont émergé du codage dans un logiciel qui s'appelle Miro, qui est une plateforme pour faire des cartographies visuelles, ce qui nous a permis de regrouper les codes, les voix des jeunes et leurs images de façon synthétique et visuelle assez intéressante. Pour donner quelques détails de plus pour la co-analyse de données. Après la première visite, par exemple, en salle de classe, où on a fait une première collecte de données, une première collecte d'images IA, je reviens lors de la prochaine visite et on commence avec un atelier de co-analyse. Donc, je présente brièvement les données. Je présente une certaine organisation des données qui laisse entendre une première interprétation que j'ai. Et là, ce sont les élèves qui prennent la parole, qui vont valider, nuancer, contester. Et c'est lors de ces échanges que les élèves partagent des exemples authentiques, des histoires, des conversations qu'ils ont eues avec les parents. On a eu une conversation au sujet d'un incident qui était arrivé dans l'école alors que les élèves, maintenant en 12e, étaient en 9e et une photo intime avait circulé. On m'avait raconté leur expérience, les implications pour leur utilisation des réseaux sociaux, etc. Donc, on a trouvé ça très intéressant d'avoir plus d'exemples de la réalité vécue des jeunes lors de cette co-analyse. Et une autre raison pour laquelle la co-analyse est importante, notamment lorsqu'on travaille sur un sujet comme les réseaux sociaux, c'est que je l'utilise pour réduire les écarts entre l'interprétation de notre équipe adulte et les jeunes. Donc, un exemple que je partage très rapidement, lors de la première visite, on a fait une activité brise-glace et j'ai demandé aux élèves de partager les emojis qu'ils utilisent le plus souvent avec leurs amis. Et c'est l'emoji du crâne qui était le plus populaire dans les 2 groupes avec tous les élèves. Et je leur ai expliqué, si vous me dites ça,
Et je n'ai pas la chance de retourner vers vous, de poser des questions, d'avoir vos échos là-dessus. Et je le partage, par exemple, aux entretiens Jacques Cartier. La majorité des élèves dans nos écoles de langue française privilégient cet emoji. On risque quand même d'être inquiet pour vous, alors qu'il m'explique. Moi, j'utilise l'emoji du crâne quand je ris tellement fort que je suis mort ou que je retrouve quelque chose d'absolument fou. Donc, j'utilise aussi la co-analyse pour souligner toute l'importance de leur contribution, notamment dans une recherche qui méthodologiquement, théoriquement, s'intéresse à leur voix pour changer la réalité dans les salles de classe, mais également juste pour souligner pour eux que dans le domaine des réseaux sociaux, les adultes ne seront jamais experts de leur vécu, de leurs expériences, de leur culture de communication. Donc, c'est valoriser vraiment cette contribution-là que je trouve amène au fur et à mesure, à travers les différentes visites, à un partage très authentique de la part des jeunes. Donc voilà pour la collecte et les analyses. Je vais présenter maintenant les résultats. Voici un premier exemple d'une image créée par les jeunes avec l'IA. Donc, lors de la première visite, j'arrive dans la salle de classe avec les jeunes. Je prépare un peu la scène, on fait l'activité brise-glace. Et par la suite, j'ai mené un petit atelier sur comment utiliser l'outil Canva Magic pour que les jeunes se familiarisent avec l'outil. Ce n'est pas moi qui ai choisi l'outil, c'est le conseil scolaire qui voulait vraiment, si une chercheuse venait dans leur conseil scolaire pour faire une collecte, que je contribue avec cette contribution d'utilisation de l'IA générative qui est intéressante. Donc, on a discuté des biais, des enjeux éthiques liés à son utilisation. Et le premier prompt, c'était créer une image qui soit le reflet de ton expérience, de ton vécu sur les réseaux sociaux. Donc, voici quelques exemples. La moitié des élèves environ ont créé des images exprimant des expériences négatives. Et on pouvait voir, rappelons-nous, les requêtes, les textes que les élèves vont mettre dans le logiciel pour créer l'image. Et s'ils ne sont pas satisfaits, on peut voir la deuxième, troisième, quatrième itération. On avait des thèmes comme la pression sociale, le harcèlement, le regard des autres. Et lors de la co-analyse, si on passe à la prochaine diapo, c'est la chance des jeunes de commenter leur interprétation des images. Donc, par exemple, ici, plusieurs filles ont reconnu dans cette image le reflet de leur propre vécu sur les réseaux sociaux et une élève qui nous explique « I feel like », je trouve que ça représente vraiment comment que la plupart des filles se sentent ou whatever. Je ne sais pas pour les gars, mais elle a l'air pas mal sad là. Et puis, elle a l'air pas mal sad là. Oui, les voix des jeunes, jeunes de 16-17 ans. Alors, poursuivons une autre série d'images qu'on a présentées lors de la co-analyse. Encore une fois, ce sont des images qui ont été créées par les jeunes. On voit certaines représentations de figures plus symboliques ou abstraites. Et ici, par exemple, on n'avait pas toujours le sens de ces œuvres immédiatement en les regardant. Nous, l'équipe de recherche, on avait les réflexions écrites, par exemple, mais c'était aussi intéressant de voir réagir les élèves, de nous expliquer le masque, le sens qu'ils voyaient dans ce masque-là. Ou si on continue à la prochaine diapositive, l'exemple avec le parachute ici. Pour notre équipe de recherche, on peut voir, disons, derrière la scène. Donc, cette image-là, la requête que le garçon avait mis dans l'IA, c'était un garçon en saut, en parachute, sans avoir ouvert le parachute. Il va très vite, regarde son téléphone et va bientôt frapper une pancarte. La photo est prise 2 secondes avant l'impact et le jeune semble heureux. Et une fois que le jeune avait choisi cette image comme son produit final, un titre, la réflexion qu'il ajoute, l'image représente la capacité à pouvoir emprisonner l'esprit de ce qui se passe à l'extérieur et garder un faux sentiment de sécurité.
Donc, nous, comme chercheurs, avec ces données-là, on trouve que c'est très, très riche. On peut voir le sens derrière et la co-analyse permet à d'autres élèves de commenter et de se voir ou non dans les images. Je voulais aussi partager avec vous les artefacts plus positifs des expériences en ligne. Donc, certains jeunes qui ont partagé généralement mon expérience, je vois de la joie, l'amitié, je partage beaucoup avec mes amis. Si on pour continuer à la prochaine aussi, lors de la co-analyse, on a aussi entré dans une discussion sur comment on peut faire pour vivre des expériences plus positives, étant donné que moins d'élèves avaient ces exemples-là. Et des élèves se sont montrés très réflexifs dans cette discussion. Donc, plusieurs ont expliqué, comprendre que les mécanismes algorithmiques favorisent l'expérience si tu fais un choix conscient. Donc, une élève qui dit, si tu interagis avec des affaires positives, tu auras des publicités positives. Mais si tu interagis avec du négatif, tu auras plus de publicité de même. Et une autre qui expliquait, oui, cette acquisition de manière informelle, elle circule entre les amis, les cousins, parce qu'elle dit, mais maintenant, moi, je le dis au monde parce que ma cousine m'a parlé de ça et je lui ai expliqué, puis elle a expliqué à ses amis. Évidemment, j'ai posé la question, est-ce qu'on en parle à l'école? Est-ce que vous avez une éducation par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux pour justement faire des choix conscients pour peut-être protéger son environnement? Et la réponse catégorique était non. Mais les jeunes, quand même, apprennent au fur et à mesure de leur propre utilisation et font circuler cette compréhension émergente qu'ils ont des algorithmes. Donc, pour la deuxième visite, ici, on voulait mieux comprendre leur conception du concept de citoyen numérique éthique sur les réseaux sociaux. On a commencé avec un petit questionnaire qualitatif. On leur demandait de proposer les qualités d'un citoyen éthique, une petite définition, des actions concrètes. Et voici les portraits qui ont émergé. Donc, on voit souvent dans les requêtes et les titres les qualités de respect, de positivité, de joie qui sont évoquées. Et l'image 6, lors de la co-analyse, a particulièrement retenu l'attention des élèves. Donc, elle évoque une question d'équilibre. Lors de la co-analyse, un jeune qui explique, oui, c'est important d'avoir un équilibre entre qu'est-ce que je partage sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que je veux garder privé. Mais la question, juste l'image ici d'équilibre, a suscité plusieurs questions. Est-ce que c'est l'équilibre entre le ton d'un message, l'utilisation, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on a beaucoup de données qualitatives qui émergent lors des co-analyses sur les artefacts. Alors maintenant, je vous ai présenté les images pour vraiment préparer la scène. Je vais vous montrer les détails de notre codage. Évidemment, si tu passes l'été à coder, tu veux quand même partager un peu ce que tu as trouvé aussi. Donc, en fonction de tous les extraits qui ont été codés, les requêtes, les questionnaires, etc., on avait 234 extraits codés finalement et 3 catégories ont émergé, à la fois concernant les vécus et les représentations d'un citoyen éthique. Les 3 grandes catégories pour nous sont l'être, le faire et le savoir. La catégorie faire regroupe les actions concrètes que posent les jeunes ou que devrait poser un citoyen éthique. Commenter ou non, signaler un contenu, se retirer d'une discussion, par exemple. On avait aussi plusieurs définitions de ne pas faire selon les jeunes. La deuxième catégorie qui émerge, c'est l'être, tout ce qui touche les émotions, les identités, les attitudes évoquées par les jeunes. Et des qualités plus aspirationnelles ou qu'on aimerait mieux voir en ligne, plus de respect, de positivité, de gentillesse. Et le savoir, beaucoup plus petit, vous allez voir seulement 23 sur tous les extraits codés, mais c'est ici où on ressort les connaissances, les réflexions critiques des élèves sur le fonctionnement et sur les enjeux des réseaux sociaux, qui sont des pistes quand même prometteuses pour notre équipe pour le volet éducatif. Si on retourne maintenant à la visite 1,
La majorité des données touchaient l'être, évidemment, leur vécu en ligne. On a beaucoup qui touchent les émotions, les attitudes projetées, les expériences positives ou négatives. Pour la visite 2, voici un peu rapidement un survol de notre codage ici. Beaucoup par rapport au faire, donc des définitions de ce que ça veut dire avoir une interaction positive, comment, pourquoi éviter les interactions négatives. Ça semble peut-être évident pour nous, mais leurs détails sont très riches lorsqu'on rentre dans l'analyse de ces exemples, savoir comment éviter quelque chose de négatif, savoir comment commenter ou non, ou dialoguer avec quelqu'un qui a une opinion différente de toi. Ce sont des choses que les recherches nous répètent, que les élèves apprennent typiquement seuls, avec les amis, parfois grâce à des conversations en famille. Malheureusement, ont trop rarement l'occasion de développer ces compétences et littératie numérique-là à l'école. Donc, ce sont des pistes intéressantes pour nous lorsque les jeunes expliquent le faire de la citoyenneté numérique. Et pour le savoir, moins fréquent, mais quand même certaines prises de conscience. Par exemple, on a des jeunes qui ont parlé de protéger leurs données, de la liberté d'expression en ligne, de leur responsabilité numérique aussi. Et finalement, la prochaine, ouais, pour les artefacts, encore une fois, c'était la présence du respect de la positivité par rapport à l'être et l'importance de créer plus de commentaires constructifs, de produire des contenus qui sont positifs et justement d'essayer de jouer avec ces algorithmes pour avoir un espace qui répand un peu plus ces valeurs de respect, de gentillesse et de positivité. Un point saillant lors de la co-analyse de cette phase que je voulais partager avec vous avant d'entrer dans la discussion et la conclusion, c'était qu'on discutait de citoyenneté numérique, un terme qui circule beaucoup dans les écoles, versus citoyenneté éthique. Et un élève m'avait expliqué, pour moi, la citoyenneté numérique, elle est individuelle. Typiquement, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est protéger son mot de passe, c'est gérer son empreinte numérique. Mais dans cette recherche, à partir de ces différentes phases de co-analyse et ces réflexions, le jeune me dit, quand tu ajoutes le mot éthique, tout à coup, je dois penser à l'autre. Donc, c'est super intéressant de voir avec eux le choix de ce mot-là et l'intention de dire, de nommer l'éthique, comment ça pourrait modifier l'orientation, la réflexion des jeunes pour les prochaines étapes et notamment pour une éducation à la citoyenneté dans leurs écoles. Donc, je vois que le temps passe, j'ai presque terminé. Par rapport à la discussion et pour réfléchir encore une fois à cette question de quel repère pour les jeunesses francophones, je trouve en ce moment que le cadre émergent être, faire, savoir traverse les dimensions des vécus et les conceptions de citoyenneté éthique de façon quand même assez intéressante. L'être domine évidemment dans leur récit personnel. Le faire devient central lorsqu'on imagine ce que signifie agir en citoyen éthique veut dire pour eux. Et le savoir est moins présent, mais il y a un potentiel là par rapport au petit nombre de jeunes qui ont révélé leur prise de conscience, qui ont partagé les apprentissages qu'ils font. Donc, on trouve que c'est quand même une piste intéressante. Et les retombées éducatives que nous avions identifiées dans cette première analyse, si on passe à la prochaine, oui, parfait, merci. Lorsqu'on imagine les retombées éducatives, je les ai déclinées en fonction de ces 3 niveaux. Donc, le cadre qui émerge des voix des jeunes m'inspire pour des recommandations pour les écoles. Donc, pour l'être, tout comme dans la recherche, en salle de classe, j'aimerais imaginer une éducation à la citoyenneté où on reconnaît les dimensions vécues des jeunes. On part de leurs expériences. On part d'une éducation à la citoyenneté qui serait contextualisée, donc les francophones du nord de l'Ontario ou selon les variations linguistiques, etc., mais aussi qui part d'enjeux qu'ils vivent dans leur contexte extrascolaire. Et le faire, ça serait ici de peut-être co-construire avec les jeunes des scénarios,
d'agir éthiques qui sont inspirés par la première phase, par leur vécu. Donc, plutôt que d'imposer des règles abstraites, on veut aussi peut-être imaginer quels sont les dilemmes éthiques, quelles sont les questions que vous avez pour nous, adultes qui vous accompagnent dans les écoles. Et évidemment, le savoir, c'est ici on a du chemin à faire. Développer la littératie critique, développer l'éthique par rapport au numérique. Aujourd'hui, avec l'IA générative dans les écoles, la question d'éthique est très urgente. Donc, partir des voix, des savoirs des jeunes pour développer un peu plus ceci. Comme je vous l'ai signalé, les écoles s'intéressent beaucoup à l'IA générative, comment on peut l'intégrer ou non en salle de classe. Donc, je le vois aussi possiblement comme un outil d'expression créative qui pourrait être intéressant du côté pédagogique, mais à condition d'une réflexion critique et éthique de la part des enseignants aussi. Donc, je termine juste en partageant que l'apport de l'IA générative était quand même méthodologiquement fécond pour nous. Je m'intéresse moins à l'image produite parce que les jeunes n'ont pas fait le choix. Par exemple, ici, voici une image produite par une élève, n'ont pas fait tous les choix que vous voyez devant vous, mais le processus créatif dans son ensemble est très riche pour nous. Les requêtes sont intéressantes. Si on avait juste l'image créée par le jeune papier-crayon, on n'aurait pas accès à toutes les réflexions qui ont informé les choix qu'ils font. Et les discussions, les co-analyses autour, évidemment, sont super intéressantes. Donc, je trouvais que les données sont plus complexes et on peut voir possiblement des aspects de la réflexivité des jeunes qu'on n'aurait pas eu autrement. Et c'est ma dernière diapositive, donc merci pour votre écoute. Encore une fois, je suis très ravie de faire partie de cette discussion sur les jeunesses francophones. Et si on a du temps, j'aimerais bien répondre à certaines questions. Et si jamais on n'a pas le temps pour les questions, mes coordonnées se trouvent facilement en ligne. Et j'espère avoir la chance de visiter prochainement pour l'année du Canada. Merci beaucoup. Oui, j'allais seulement très rapidement réagir pour dire on a réfléchi longtemps sur comment entrer en relation avec ces jeunes que je ne connaissais pas. J'entrais dans la salle de classe. Le conseil scolaire, la direction, l'enseignant sont intéressés par la recherche, mais comment entamer cette relation où j'aimerais quand même aller assez rapidement dans leur vécu sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais imaginé cette activité emoji justement parce que je savais qu'elle pouvait souligner la distance entre adultes et jeunes et que ça serait très riche pour nous aussi de comprendre comment, dans leur culture, ils utilisent de façon différente les emojis que nous. L'enseignant aussi était éclairé lors de l'expérience et on a même remarqué des différences dans différentes classes dans la même école. En 11e, on privilégiait parfois une différente définition d'un emoji qu'en 12e année, simplement parce que dans le groupe d'amis, on a créer une certaine utilisation d'un cœur, d'une certaine couleur, etc. Donc, c'est pas nécessairement pour généraliser, c'est plus l'approche qui nous intéressait pour entrer en relation et mieux comprendre en quoi leur culture de communication change très rapidement et ils l'inventent en temps réel. Et ce que j'aimerais voir, mais ce qu'on ne voit pas en ce moment, c'est comment la langue minoritaire ajoute ou pourrait ajouter à s'approprier des codes et cultures qui leur sont propres. Malheureusement, la grande majorité de ce que les francophones en Ontario font sur les réseaux sociaux se fait en anglais. D'où la pertinence d'une éducation dans les écoles de langue française qui intègre les réseaux sociaux dans leur littératie numérique parce qu'ils doivent apprendre comment s'approprier de ces espaces en français. Donc, c'est un exemple, c'est une première piste, mais s'intéresser aux cultures de communication des jeunes, ça veut dire aussi s'intéresser aux codes et emojis qu'ils utilisent quotidiennement, qui ont beaucoup de sens et qui sont très riches pour eux. Quand vous aviez la collecte des données, elle était une appréciation. Et par la suite, quand vous aviez fait la co-analyse, vous êtes resté aussi sur le qualitatif. Donc, je voudrais juste savoir au niveau de la co-analyse, est-ce que vous étiez confronté au quantitatif? Est-ce que c'est parce que vous aviez voulu réellement faire que du quali?
ou est-ce que ça pouvait aboutir sur du quantitatif, tel que ce que votre prédécesseur nous avait présenté? Oui, donc cette démarche, elle était résolument qualitative parce que c'était quelque chose de très nouveau. On explorait des nouveaux outils de collecte de données. On voulait aller en profondeur, donc multiples visites avec les mêmes élèves pour aller de plus en plus en profondeur par rapport à leur signification, leur voix. Donc, malheureusement, je pourrais pas sortir des beaux tableaux comme mes collègues l'ont fait avec les données de Statistique Canada ou avec des statistiques poussées. Ici, c'était vraiment pour comprendre et découvrir si cette approche en 3 parties pourrait avoir un potentiel du côté pédagogique. Parce qu'immédiatement, lorsqu'on avait présenté la collecte de données, qu'on avait imaginé comme collecte de données, comme chercheuse, les conseils scolaires, les acteurs du conseil voulaient immédiatement dire est-ce que les enseignants peuvent s'approprier du cadre et est-ce qu'on pourrait le développer en scénario pédagogique. Donc, on voulait vraiment rester dans le quali, la compréhension et l'interprétatif. La bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. Le conseil scolaire ont changé leur politique de citoyenneté numérique pour maintenant, elle est la citoyenneté éthique du numérique. Ont changé le fameux contrat que les jeunes signent en début d'année pour maintenant, nécessairement, ils doivent discuter avec les parents et ajouter 3 buts pour l'année scolaire qui visent différents agir d'un citoyen éthique. Donc, on a vu des belles retombées de cette recherche Cali. C'est un conseil scolaire avec 11 000 élèves. Donc, une étude en profondeur avec 30 élèves peut quand même avoir des retombées importantes, mais malheureusement, on n'a pas ces beaux tableaux ou ces analyses en profondeur avec des statistiques. Ah non, mais alors moi j'avais juste une question, c'était est-ce que vous avez essayé de voir s'il y avait des études comparatives? Je sais qu'il y en a une qui s'est fait, enfin moi j'en connais une à Bruxelles, en Suisse romande, justement, mais je ne sais pas exactement la tranche, je vais leur demander la tranche d'âge, parce que ça serait intéressant de voir, de faire des comparatifs avec d'autres territoires francophones sur ces utilisations, ces enquêtes. Oui, ça pourrait être super intéressant parce que justement, les emojis, elles ne font pas forcément partie des 3 questions de recherche sur la citoyenneté éthique, mais les données sont très riches. Tous les membres de l'équipe de recherche ont bien hâte de partager ça. Donc, j'adore l'idée de les mettre en conversation avec d'autres analyses. Donc, j'anticipe avec plaisir ce courriel avec ces différentes études. Je pense que ça serait très, très riche justement de les mettre en conversation.